un domaine qu'on pourrait qualifier de systémique, ou plutôt sociologique, politique, qui prend en compte, je dirais, la dimension familiale, environnementale et culturelle du patient. Et enfin, un domaine intrapsychique, qui concerne le fonctionnement psychique du sujet, qui est atteint d'une trouble, de pathologie, et surtout de la signification qu'il donne à ses symptômes, à sa souffrance. De cette complexité, il résulte qu'aucune classification nosographique n'est en mesure à elle seule d'orienter de façon satisfaisante la bonne pratique psychiatrique. Alors si ces classifications et les recommandations qui sont issues de ces classifications peuvent s'avérer utiles comme aide à la décision, elles ne peuvent en aucun cas, à mon avis, représenter des injonctions opposables aux praticiens. Voilà ce que je voulais dire en introduction sur les enjeux des classifications. Nous avons donc 3 orateurs. Steve Demazeux, quel avenir pour le DSM? Bernard Goltz, qui ne sera pas là physiquement, mais qui nous a envoyé une vidéo. Il me demande de l'excuser, il n'a pas pu venir. Il a envoyé une vidéo sur les DSM 3, 4 et 5 en pédopsychiatrie, une escroquerie de la pensée. Enfin, Jean-Michel Turin, qui est à côté de moi, DSM, clinique psychanalytique et neurosciences. Steve Demazeux, je te demande de te présenter et de commencer ton intervention. Bien. Est-ce que ce micro marche? Vous m'entendez bien? Oui. Bien, bonjour. Alors, je dois me présenter, je suis Steve Demazeux, je suis maître de conférence en philosophie à l'université Bordeaux-Montaigne et j'ai travaillé pendant pas mal d'années sur le DSM, donc je vais essayer de livrer quelques-unes de mes réflexions par rapport à ce sujet. Donc je tiens d'abord à remercier les organisateurs de ce colloque, tout chaleureusement Patrick Landman, que je suis vraiment ravi de revoir à cette occasion. Alors comme je viens de le dire, le point de vue qui est le mien, c'est important de le souligner, hein, n'est pas celui d'un clinicien, mais d'un historien des sciences et d'un philosophe de la médecine. Et j'ai donc un rapport un peu plus détaché. Alors, je n'irai pas jusqu'à dire plus neutre, parce que ce serait injurieux, et ce n'est pas tout à fait vrai. J'ai aussi mes préjugés, mes petites idées par rapport à la psychiatrie. Mais en tout cas, disons, un rapport plus lointain, moins embarqué, en tout cas, que celui de mes camarades cliniciens. Alors, même si mon travail de recherche actuel ne porte plus vraiment sur les classifications et les nosologies, hein, je continue de suivre de près ce qui se passe dans ce domaine très particulier, très étrange, du savoir psychiatrique. Donc dans mon exposé, qui sera court, je rappellerai d'un côté les conclusions auxquelles je suis parvenu dans mon enquête menée sur le DSM. Hein, j'ai commencé à travailler dans une thèse de philosophie en 2006 et que j'ai eu l'occasion ensuite de développer dans différents livres, hein, dans un livre qui s'appelait « Qu'est-ce que le DSM ?» paru chez Itac en 2013, où je m'intéressais surtout au DSM-3, puis ensuite dans un livre collectif en anglais, « The DSM-5 in Perspective », que j'ai co-dirigé avec mon collègue Patrick Saint-Gy et qui était publié chez Springer en 2015, où là je m'intéressais plus au DSM-5, le dernier en date. Donc, premier temps, essayer de rappeler vraiment très brièvement quelques-unes de mes conclusions, puis deuxième temps de mon exposé, je livrerai quelques-unes de mes réflexions actuelles concernant, c'est le titre de l'exposé, hein, l'avenir du DSM. Alors, comme vous le savez, c'est la 3e édition du DSM, publiée en 1980, qui a complètement changé la donne. On a même pu parler à cette occasion d'une révolution. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au juste? En réalité, rien de très spectaculaire. Le DSM-3, c'est quoi? C'est juste un gros manuel diagnostique, un peu plus précis que tout ce qui s'était fait auparavant. Alors, pourquoi ce manuel diagnostique prend-il de l'importance au début des années 80? Alors, j'aime beaucoup le titre choisi pour cette session, parce qu'il donne tout de suite la réponse, hein, mondialisation du DSM. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le DSM répondait, au début des années 80, à une demande croissante qui avait commencé à émerger au début des années 50, c'est-à-dire un moment où la psychiatrie s'internationalise. Hein, je vous rappelle, premier congrès international de psychiatrie, c'est à Paris, 1950. Les psychiatres se demandent, à cette époque encore, quelle sera la langue commune
pour échanger à travers les différents pays. Hein. C'est encore possible d'envisager à cette époque que le français puisse être la langue internationale. Et puis finalement, très très vite, comme dans tous les domaines de la médecine et comme dans tous les domaines de la science, ça va être l'anglais qui va s'imposer. Mais déjà, le centre de gravité à cette époque se déplace. Hein. Beaucoup, comme vous le savez, de psychiatres et de psychanalystes, particulièrement en Allemagne, ont fui l'Allemagne nazie pour se réfugier aux États-Unis. Et surtout, aux États-Unis, à partir des années 50, hein, on assiste à un investissement massif dans l'après-guerre des fonds publics dans la recherche médicale, tous azimuts. Et concernant la psychiatrie en particulier, la découverte des psychotropes au début des années 50, le développement aussi du behaviorisme, puis le développement de toutes sortes d'outils qui vont permettre d'étudier le cerveau à partir des années 60 et 70, vont progressivement redonner confiance à des médecins américains et vont redonner une confiance aussi qui avait été perdue dans les recherches biologiques en psychiatrie. Donc, pour le dire vraiment en deux mots, hein, aux États-Unis, après les années 50, on a une situation qui est très très complexe, où d'un côté, on a un développement vraiment spectaculaire de la recherche universitaire et biomédicale, et la psychiatrie, pour le coup, n'est pas en défaut, mais de l'autre côté, une crise institutionnelle très profonde de la psychiatrie américaine, hein, qui est vraiment remise en cause de manière très profonde, qui est vraiment à la traîne, avec des grands asiles surchargés, avec des traitements qui sont vraiment pas à la hauteur, etc. Le DSM-3, en tout cas à la fin des années 70, hein, va s'inscrire dans cette situation institutionnelle très complexe. Et c'est quoi au départ? C'est un manuel qui vient d'une impulsion tout à fait nouvelle, hein, qui tourne le dos ostensiblement autant à la psychanalyse américaine, mais aussi à la clinique traditionnelle, et qui est mise en œuvre par une nouvelle génération de psychiatres entre, en gros, New York et Washington. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail, je vais brosser un tableau à gros traits, mais en gros, voilà, le succès du DSM-3, c'est quoi? C'est un effet d'opportunisme non prévu. Hein, ça, c'est un point vraiment important à rappeler. Hein. Les auteurs du DSM-3, à commencer par Robert Spitzer, n'avaient jamais imaginé que leur classification aurait un tel impact au niveau mondial. Le succès du DSM-3, c'est justement l'internationalisation de la psychiatrie, le fait que vous avez un outil qui a été pensé au départ, qui a été bricolé comme ça par quelques psychiatres, qui va répondre vraiment très bien aux nouveaux besoins de critères homogènes, qui permet, d'un point de vue standardisé, de faire de la recherche sur le plan international. Hein. Il y avait quelques tentatives très audacieuses qui avaient été faites auparavant. Par exemple, Peter Berner, en Autriche, qui avait développé une approche multidiagnostique. On comparait différents jeux de critères, mais il n'y avait rien qui répondait vraiment aux besoins des chercheurs. Et le succès du DSM, hein, c'est le fait que dès les années 80, ce manuel diagnostique, avec des critères précis, va être traduit dans de nombreuses langues, hein, y compris en français dès 1983, et va s'imposer comme la référence internationale incontournable pour la recherche, en tout cas, dans un premier temps, psychiatrique. Donc, mondialisation du DSM, d'accord, ça fait partie à la fois du succès et du problème du DSM. Problème, pourquoi? Parce que le risque, évidemment, très vite, c'est que le DSM s'impose et devienne hégémonique, qu'il y ait une forme d'impérialisme du DSM. Alors, j'aime beaucoup, du coup, aussi la deuxième partie, je ne sais pas à qui on doit le titre de cette session, hein, multilatéralisme des approches cliniques. Alors, multilatéralisme, le terme est intéressant, c'est une jolie trouvaille, je ne sais pas si c'est Patrick. Pourquoi? Parce que c'est une trouvaille collective, parce que c'est un concept politique. Ce n'est pas du tout un concept épistémologique. Multilatéralisme, c'est un concept politique très important aujourd'hui, hein, dans la gestion des relations internationales. C'est un concept qui a été fabriqué historiquement par opposition à l'idée d'unilatéralisme, ou ce qu'on a appelé aussi pendant très longtemps de bilatéralisme, quand il y avait l'affrontement entre deux blocs, Est-Ouest. Et aujourd'hui, hein, multilatéralisme, c'est un concept central au niveau international pour affirmer la pluralité des gouvernances dans une vraie société des nations, après-guerre, hein, l'idée d'une société des nations, visée à renforcer la concorde
entre les peuples. Et donc, vous voyez, c'est un concept profondément politique et qui est très intéressant ici à mobiliser pour un objet étrange comme le DSM. Je vais rebondir un petit peu là sur... je vais tirer la métaphore de cette réflexion politique. Mais évidemment, pour moi qui suis épistémologue, cette question du multilatéralisme sonne de manière très, très étrange, puisque est-ce que c'est vraiment une question scientifique de laisser de la place, de gérer des intérêts contradictoires? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut penser les rapports entre la psychiatrie officielle, disons, et les autres approches, dont la psychanalyse? Est-ce que c'est comme ça qu'il faut les penser? Alors, évidemment, il ne faut pas avoir une vision naïve de la science, c'est-à-dire l'opposer à l'idéologie, comme si la science n'aurait jamais aucune idéologie. Évidemment, il y a une part très forte d'idéologie dans tout domaine scientifique, mais le but d'un épistémologue, c'est essayer d'identifier la part relative de science et d'idéologie dans chaque domaine. Et c'est toujours très très compliqué. Évidemment, dans le DSM, il y a beaucoup d'idéologie, mais pas que. Il y avait à la base, c'est ce qui m'a intéressé moi dans mon travail de philosophe, un projet scientifique. Alors, c'est quoi le projet du DSM? Est-ce que ce projet a vraiment existé? Qu'est-ce que ça a été? Il faudrait rentrer dans beaucoup de détails. Disons qu'on n'a pas tellement de temps. Comment on pourrait résumer ça? C'est quoi le projet du DSM? En fait, c'est un peu comme le projet du macronisme. En fait. Vous savez, Macron, déclaration il y a 5 ans, hein, parce que c'est mon projet, on dit ça, et puis aujourd'hui encore, hein, les politologues cherchent à essayer de définir ce que c'est que le projet du macronisme, qu'est-ce que c'est ce « en même temps », qu'est-ce qu'il s'agit de concilier. On sait qu'il y a un « en même temps », mais on ne sait pas trop ce qu'il s'agissait de concilier. Ça n'a jamais été très clair, au fond. C'est pareil avec le DSM. C'est-à-dire que ça n'a jamais été très clair, il n'y a jamais eu de projet explicite, il y avait un credo. Ce matin, on entendait le credo néo-créplinien. Ce credo, ce sont même pas les auteurs du DSM qui l'ont formulé. Donc c'est quelque chose de très difficile à cerner. Alors il y a un credo qui a été plutôt bien cerné en 7 points, etc. Mais en gros, s'il fallait essayer de simplifier, ça a été quoi la conviction du DSM? C'était d'appliquer le modèle médical pour les maladies mentales. C'était pour les troubles mentaux. Donc c'est le modèle médical. C'est ça, en fait, le gros credo du DSM, ni plus, ni moins. Alors, ni plus, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de volonté vraiment hégémonique de prendre le pouvoir, comme ça a pu être écrit, hein, qu'il y aurait une révolution de palais, ou qu'il y aurait une prise en main par Big Pharma. Ça viendra, Patrick connaît bien ça, mais plus tard, ce sera le cas. Mais ce serait injuste de dire que c'était le cas dès le début, dès le DSM-3. Ce n'était pas non plus, contrairement à ce qu'on entend souvent, une volonté immédiate de tout réduire au cerveau. Ce n'est pas très présent dans le DSM. Hein. Les auteurs du DSM-3 étaient tout à fait ouverts que beaucoup, sinon même la plupart des troubles mentaux, puissent avoir une origine psychogénétique. Ça ne les gênait pas. Donc, ce n'est pas ça. Donc, c'est le modèle médical de manière générale, mais alors, ni plus, comme je disais, mais ni moins non plus. Hein. C'est-à-dire que le DSM ne se réduit pas non plus à une approche, comme on le dit quelquefois, purement pragmatique, qu'on entend quelquefois sous l'étiquette d'athéorisme, hein, puisque le DSM aurait eu une visée athéorisme. Alors c'est quoi la visée athéorique du DSM? C'est non pas une haine de la théorie, non pas une haine de la psychopathologie, simplement une volonté de développer une approche purement descriptive. C'est comme ça que, dès le départ, ils ont été assez clairs là-dessus. Leur but, c'était d'essayer d'être le plus descriptif possible. Et en fait, vous voyez, c'est un enjeu extrêmement classique. C'est ce qu'on trouve dans tous les traités de psychiatrie depuis Pinel. Chaque fois, les cliniciens disent « Ah, on en reste aux faits, on en reste aux faits, on se méfie de la théorie ». Et donc, c'était vraiment d'essayer de renouveler la pensée clinique. Et donc, d'une certaine manière, hein, je ne suis pas le premier à le dire, mais le DSM-3 est finalement presque plus néopinélien que néocréplinien, comme on l'a pu le dire. Donc, l'originalité, vous voyez, donc, du DSM, ça a été quoi? Ça a été d'essayer de gommer le gros défaut qu'on trouvait dans la plupart des classifications psychiatriques d'alors, c'était qu'elles étaient lourdes, très chargées d'histoire. Sur le plan épistémologique, je ne parle pas de politique ici, mais sur le plan épistémologique, les cliniciens, tous, psychiatres, psychologues, psychanalystes, sont très souvent plus conservateurs que révolutionnaires. Ils ont une dévotion, un respect immense pour la clinique des maîtres anciens. On l'a vu ce matin, Bruno Falissa en parlait par rapport à Freud. Thomas, tout à l'heure, parlait de Freud qui se moquait justement de Kraepelin. Le fait que toutes les cliniques devaient forcément être
dans Kraepelin si on voulait être un bon psychiatre. Et pour le coup, les psychiatres et les psychanalystes sont pareils, hein, il ne faut pas toucher au grand nom, il faut éviter de déboulonner les statuts. Pinel, Esquirol, Kraepelin, Bleuler, Freud, etc. Or, c'est précisément ce poids de la tradition que Spitzer et ses collègues, à la fin des années 70, remettent en cause, très clairement, très délibérément. Et c'est à mon sens, je vais me tromper, hein, mais c'est à mon sens la grande audace du DSM-3, qui n'était pas de faire une pure table rase du passé. Il y a beaucoup de concepts qui ont une longue histoire dans le DSM, il y a beaucoup d'emprunts tout à fait revendiqués dans l'histoire, mais il s'agissait vraiment de ne plus prendre comme acquis ce qu'on trouvait dans les traités précédents. Donc la confiance, c'était d'aller de l'avant, c'était de faire confiance à la capacité de la recherche clinique à améliorer progressivement les critères diagnostiques. Donc voilà, si vous voulez résumer aussi vite que je le peux, hein, en gros l'histoire du DSM, en tout cas du DSM-3, et du coup on peut comprendre ce qui s'est passé depuis les années 80. En gros, ça a été l'histoire d'un désenchantement, on pourrait même dire déchanté, comme des progressifs. Ils ont déchanté, les auteurs du DSM. Il y a deux grands principes qui, en ce sens, peuvent résumer l'esprit du DSM depuis le DSM-3 jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui. On en est au DSM-5. En préparant cette conférence aujourd'hui, je me suis souvenu du titre d'une conférence que je donnais déjà en 2014, c'était au Centre Coiré à Paris, et la question qui m'était adressée, c'était le titre de la conférence, le DSM a-t-il encore un avenir? C'était en 2014, vous voyez, on est 6-7 ans plus tard, et puis c'est la même question, alors ma réponse n'a pas beaucoup changé, qu'à l'époque, c'était juste quand le DSM-5 venait d'être publié. Et déjà à l'époque, j'étais convaincu, je ne pense pas m'être trompé là-dessus, qu'il y avait une crise profonde qui s'était ouverte avec le DSM-5 et qu'il y avait quelque chose qui s'était vraiment enrayé dans la machine du DSM et qui avait montré vraiment au grand jour le DSM-5 quand il avait été publié en 2013. Je pense que 10 ans plus tard, en gros, une dizaine d'années plus tard, voilà, cette crise s'est juste aggravée, que l'avenir du DSM est plus obscurci aujourd'hui que jamais. Alors pour comprendre cette histoire, en fait, je pense qu'on peut la résumer en deux grands mouvements. Il y a le DSM-3 et le DSM-3R, vous savez qu'il y a différentes éditions, je vais juste résumer très brièvement comment je vois cette histoire sur une trentaine d'années, 40 ans disons. DSM-3 publié en 80 et DSM-3R publié en 87, on peut dire que, encore une fois pour prendre une métaphore politique, hein, l'imaginaire c'était la révolution permanente. L'idée dès le départ, ils étaient convaincus que le DSM-3 ça avait été une classification qui avait été bricolée, qu'ils avaient fait au mieux avec les données de la littérature, qui n'étaient pas très abouties, et ils étaient convaincus qu'il fallait l'améliorer très vite. Et la preuve, c'est que 2 ans après la publication du DSM-3, ils sont déjà en train de bosser sur la révision suivante. Et c'est ce qui donnera le DSM-3R, donc texte révisé du DSM-3, publié en 1987, donc seulement 7 ans après le DSM-3, avec énormément de changements. Le DSM-3R comporte beaucoup de changements dans les critères mêmes, avec des nouvelles étiquettes, des diagnostics qui disparaissent, etc., par rapport au DSM-3. Alors, le fait de changer une classification aussi rapidement pose beaucoup de difficultés, parce que ça fait que la classification est très instable, on ne peut pas faire de la recherche, c'est embêtant d'un point de vue administratif, ça embête les cliniciens, et les auteurs de l'époque disent « bah oui, on en est conscient, mais, c'est une citation, hein, c'est le prix à payer, c'est le prix du progrès ». D'accord ? Donc, c'est vraiment l'idée hein, de dire bon, le DSM, ça va être une classification qui va tout le temps aller de l'avant et qui va coller aux meilleures données disponibles. Il y a un changement qui se produit très vite, c'est avec le DSM-4. DSM-4, c'est 1994, donc c'est pas très longtemps non plus après le DSM-3, mais là, c'est vraiment le principe inverse. Autant c'était un principe d'innovation révolutionnaire promu jusque-là, là, à partir du DSM-4, c'est principe d'être prudent et d'être conservateur. Donc c'est d'abord illustré par le changement de direction à la tête du processus de révision, non plus Spitzer, mais un triumvirat, Allen Frances, Harold Pincus et Michael Firth, qui sont 3 psychiatres beaucoup plus prudents, beaucoup plus attentifs. Alors, certains diraient peut-être moins ambitieux sur le plan scientifique, ça se discuterait, mais en tout cas, on voit vraiment qu'il y a un changement de style à la direction du processus de révision du DSM. Et ce changement de direction intervient à un moment où le DSM est déjà devenu la classification incontournable dont on découvre les premiers effets pervers.
Alors quels sont-ils? Ce sont les premiers scandales de corruption avec l'industrie pharmaceutique, où l'industrie pharmaceutique a compris l'intérêt qu'il pouvait y avoir de payer grassement des experts pour qu'ils élargissent les critères, par exemple, des troubles bipolaires pour l'enfant, parce que ça vendra plus de pilules. Donc ça, c'est quelque chose de documenté qui commence à apparaître à partir des années 90. Le poids juridique devenu complètement délirant du DSM dans les procès. Le poids aussi social du moindre critère diagnostique. Par exemple, je ne sais pas moi, pyromane. Est-ce que le diagnostic de pyromane, il suffit d'avoir des fantaisies, d'allumer des feux, ou est-ce que c'est le passage à l'acte qui est important pour donner le diagnostic? Eh bien, le fait de avoir des fantaisies ou passer à l'acte va avoir des répercussions énormes parce que va être considéré comme pyromane quelqu'un qui n'a jamais allumé d'incendie. La même chose vaut pour les pédophiles. Il va y avoir beaucoup de débats. Est-ce qu'un pédophile, c'est quelqu'un qui est passé à l'acte avec des enfants, ou est-ce que le simple fait d'avoir des fantaisies suffit pour pouvoir recevoir un diagnostic de pédophilie? Donc, vous voyez des enjeux médico-légaux très très lourds. Et c'est aussi un moment où on se rend compte que les conférences de consensus, le fait de mettre ensemble des experts pour se mettre d'accord sur des critères, ça ne fonctionne pas si bien. On commence à désespérer de la capacité des experts à pouvoir se mettre d'accord. On se rend compte que chacun y va de ce qu'il pense être le mieux. Donc en gros, le DSM-4, c'est une classification qui appuie vraiment des deux pieds sur le frein. Il y a la même ambition de coller aux meilleures données disponibles, mais plus aucune modification n'est introduite si elle n'est bien étayée sur le plan scientifique. La parfaite illustration de ce principe de conservatisme prudentiel, comme je l'appelle, c'est le DSM-4 TR, donc vous ne voyez pas R mais TR, Text Revised, en 2000, où là pour le coup ça n'a rien à voir avec le DSM-3R, là c'est juste une mise à jour du texte qui accompagne les critères. Il n'y a pratiquement aucun critère qui change. Il n'y a aucune modification, sinon celles les plus nécessaires. Donc vous voyez, grand mouvement de balancier. Le DSM-5 alors. Alors le projet, en fait, quand le DSM-5 est lancé, à la toute fin des années 90, c'était vraiment de renouer avec l'innovation. On va promettre, la grande promesse de l'époque, c'est on va changer de paradigme. Alors le résultat sera cruel pour David Kupfer et son équipe, dans la mesure où le processus vraiment de révision du DSM-5 va être chaotique, il y a trop d'enjeux, tout est sous les feux vraiment des projecteurs, et finalement, la montagne accouche d'une souris, dans la mesure où le DSM présente des changements importants, mais bien en deçà des effets d'annonce. Le DSM-5 paru en 2013, il y a déjà quelque chose vraiment de crépusculaire dans la saga du DSM. Alors aujourd'hui, où on en est? Il n'y a pas d'édition 6 prévue avant longtemps. On ne sait pas quand pourrait y avoir un DSM 6, comme si on voulait éviter vraiment cela. Et puis il y a eu l'idée avancée qu'on ferait un DSM 5.1, 5.2, 5.3, pour bonne raison, juste pour éviter d'être sous les projecteurs et de pouvoir introduire quelques modifications au fur et à mesure sans que vraiment ça déclenche des broncas. Donc la classification est devenue tout à fait sclérosée par les différents enjeux et surtout, je vais conclure par là, elle est devenue vraiment bloquée de l'extérieur. Alors pourquoi elle est devenue bloquée de l'extérieur? Parce que la psychiatrie américaine a été rappelée à l'ordre par l'OMS pour une bonne raison, c'est que les États-Unis sont un membre de l'Organisme mondial de la santé, de l'OMS, et en tant que tel, ils doivent utiliser la classification de référence, qui est la CIM, la classification internationale des maladies, et non pas le DSM. Et donc, ça, ils le savaient déjà quand ils étaient en train de mettre en place le DSM-5, mais le grand changement, ça a été le 1er octobre 2016, où il y a une obligation vraiment imposée aux États-Unis de se référer au codage de la CIM, et pour tous les statistiques et aussi pour tous les questions administratives. Et donc il y a un énorme travail qui est mis en place de compatibilité entre les critères du DSM-5 et les critères de la CIM-10, avec les changements de code, les changements des critères et sous-critères. Finalement, vous avez 5 ans de travail d'adaptation et selon le site de l'American Psychiatric Association, je suis allé voir hier, c'est rentré en vigueur le 1er octobre 2021, c'est-à-dire il y a 3 semaines. Donc à partir, depuis le mois dernier, aux États-Unis, tous les actes cotés, pour des raisons statistiques ou administratives, sont cotés non plus en fonction du DSM, mais en fonction de la CIM. Alors, vous allez me dire, je vous parle de la CIM 10.
on a un peu de retard là, je me trompe pas. On en est pourtant à la CIM 11. La CIM 11 est désormais bouclée. Elle a été adoptée en mai 2019 par l'OMS. Elle est prévue pour être appliquée à partir du 1er janvier 2022. Ce sera une version purement électronique, 17 000 diagnostics, hein, il n'y a pas que classification des maladies mentales, 120 000 termes techniques médicaux, tout en cherchant à être simple d'application. Et c'est une classification qui est devenue tout à fait centrale dans l'industrie du soin, et je pèse mes mots, hein, dans l'industrie du soin, puisque comme vous le savez, chaque acte désormais à l'hôpital ou en clinique doit être coté. Et il y a même des métiers nouveaux maintenant, c'est les métiers de codeurs, où il y a des gens qui prennent l'habitude de voir dans les manuels de référence quels actes doivent être codés et comment faire. Donc c'est le PMSI en France, hein, le programme de médicalisation des systèmes d'information, qui est devenu obligatoire depuis les années 90. Bien, donc la CIM 11 a été retardée pour des tas de raisons, et notamment pour la section des troubles mentaux qui posait des difficultés. Il a fallu 30 ans de développement, et c'est une classification qui, là encore, va s'imposer très très vite au DSM, et qui va la bloquer de l'extérieur pour toutes les révisions à venir. Et en gros, ce qui est prévu pour l'instant au niveau du DSM-5, c'est de développer en mars 2022, donc l'année prochaine, un DSM-5 TR, donc texte révisé, où en gros, il y aura surtout une mise à jour des informations épidémiologiques, et puis surtout une mise à jour des codages. Donc vous voyez, en gros, pour résumer, et je conclus, c'est désormais la CIM qui donne le là en termes de classification. Alors, il ne faudrait certainement pas l'idéaliser, hein, souvent, puisqu'elle ressemble aujourd'hui comme 2 gouttes d'eau au DSM. Elle est un peu plus, moins contraignante au niveau des critères, mais c'est les mêmes experts mondiaux, c'est les mêmes méthodes, enfin voilà, elle ressemble vraiment en tout point au DSM, mais c'est elle qui donne le là, et c'est ce qui fait qu'il y a des choses étranges qui apparaissent dans le DSM qui apparaissaient pas avant. Par exemple, hein, les dernières modifications en date dans le DSM, c'est d'introduire des choses comme la liste des facteurs Z. Alors, les facteurs Z, ce sont les facteurs influençant l'état de santé et le contact avec les services de santé. Par exemple, manque de nourriture adéquate ou d'eau potable, c'est le code Z58.6, 58.6, c'était évidemment pas dans le DSM-3, ça fait partie maintenant du DSM-5. Ou encore le fait d'être sans abri, homelessness en anglais, il va y avoir 2 sous-catégories en accord avec la CIM. Soit vous êtes sans domicile fixe, mais vous vivez dans un hôtel ou un motel ou un centre d'hébergement, c'est code Z5901, ou vous êtes complètement sans abri, ce sera le Z5902. Vous voyez des codes qui rentrent dans une classification psychiatrique, qui répondent typiquement à des besoins de santé publique tels que ceux défendus par l'OMS, hein, qui sont vraiment des enjeux de statistiques pour la santé publique. Bien. Donc, voyez, donc, pour conclure, le futur du DSM devient sans doute moins clair, hein, ce qui ne peut que réjouir les partisans de Stop DSM, dans la mesure où le DSM-5 n'a pas eu du tout le succès prévu, hein, beaucoup d'annonces, comme je vous l'ai dit, beaucoup d'investissements, c'est une classification qui coûte très très cher, hein. C'était plusieurs millions de dollars qui avaient été investis, une crise interne qui a éclaté au grand jour, et aucune consécration, dans la mesure où tout le monde a reconnu plus ou moins la faillite du DSM-5. Deuxième point, la CIM qui devient la norme aux États-Unis, qui évidemment bloque complètement de l'extérieur le développement du DSM. Et enfin, j'en ai pas parlé, hein, en recherche, le DSM qui est devenu complètement ringardisé par le projet RDoC, Research Domain Criteria, qui a été financé par le NIMH depuis maintenant une dizaine d'années, et qui vise un projet complètement opposé au DSM, avec une approche directement et explicitement centrée sur les neurosciences, avec une approche dimensionnelle, avec clairement la volonté de tourner le dos au concept clinique standard. Et donc vous voyez, pour conclure, hein, que le DSM est pris vraiment en tenaille à 2 niveaux différents. D'un côté, entre son besoin d'innovation et puis sa nécessité d'être conservatrice, et puis de l'autre côté, elle est prise en tenaille entre d'un côté la CIM, qui porte sur tous les aspects pratiques et administratifs, et de l'autre côté, les RDoC, qui prétend être la classification de demain en termes de recherche. Donc le DSM n'est ni bon dans l'un, ni bon dans l'autre.
Donc, qu'est-ce qu'elle peut faire? Elle peut très bien abandonner ses prétentions à régir comme ça l'activité des cliniciens et donc à viser à être une classification purement de recherche. Mais dans ce cas-là, elle perd toute son influence actuelle. C'est-à-dire elle perd l'essentiel dans la mesure où, aujourd'hui encore, ça reste une poule aux œufs d'or. C'est un financement énorme pour l'association psychiatrique américaine et c'est un besoin énorme de maintenir cette classification pour maintenir l'hégémonie de la psychiatrie américaine. C'est d'autant plus problématique qu'une chose très très basique comme la disparition prochaine de la version papier, je vous ai dit, la CIM-11 sera une version entièrement dématérialisée. Si le DSM devient une version entièrement dématérialisée aussi, il y aura sans doute des questions d'abonnement, etc. Mais qui sont beaucoup plus difficiles à justifier, d'autant plus que la référence centrale est la CIM. Donc voilà toutes ces questions qui font que l'avenir était déjà pas très radieux pour le DSM il y a 10 ans et qui devient de plus en plus compliqué aujourd'hui. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Steve. C'était remarquable, c'était clair, précis et documenté. Je me souviens qu'à un moment donné, tu m'avais dit que ce qui t'avait intéressé aussi dans le DSM-3, c'était le fait qu'il y avait des négociations, qu'au fond, et que ça te paraissait intéressant que il y ait cette dimension négociation. On a vu, alors ça peut donner le pire, ça peut aussi donner le meilleur, les négociations. Mais que c'était une dimension qui n'existait pas préalablement, avec des gens qui étaient at stake, qui étaient dans les enjeux et qui étaient des parties prenantes différents et qui essayaient évidemment d'obtenir un certain nombre de positions et que ça te paraissait finalement une avancée dans un domaine médical ou scientifique, que les choses se passent comme ça dans la négociation. Je ne sais pas si tu te souviens d'avoir dit ça, mais moi je me souviens et que je trouvais ça très intéressant. Et puis le deuxième point que je dirais, c'est que en fait, j'avais appris justement par Jean Garabé que les choses avaient commencé au congrès d'Honolulu, où l'association de psychiatrie américaine avait fait l'injonction à toutes les branches internationales qui participaient donc à cette psychiatrie internationale de faire une classification. Et ce sont les Américains qui ont pris le plus au sérieux cette affaire. Et ils ont fait effectivement une classification, c'était le DSM-3. Donc le retour, finalement, par le biais de l'OMS, de ce qui avait fait, d'une certaine façon, produit le déclenchement du DSM-3, maintenant le retour par la CIM-10 puis la CIM-11, me paraît justement, je dirais, un peu logique. C'est parti de l'international et ça revient par l'international. Voilà. Et, je ne sais pas... On va peut-être poser quelques questions et après on passera au deuxième exposé. Qui souhaite poser une question à Steve Demazeux? Oui, Thomas. Je me rends compte que j'étais un peu long. Hein? Je me rends compte que j'étais un peu long. Oui, bon, on va... Merci Steve pour ton intervention excellente comme d'habitude. Moi j'avais une question à te poser par rapport à la prophétie au fond que tu avais légitimement faite sur l'avenir du DSM il y a quelques années. En fait, j'aimerais prendre une date pour une nouvelle prophétie que tu pourrais peut-être faire aujourd'hui concernant l'avènement des nouvelles taxonomies dites dimensionnelles, hiérarchiques, transdiagnostiques, dont tu as dit un mot à propos de la montée comme ça en puissance des AirDoc ou du projet ITOP. Est-ce que tu as aussi une prophétie à faire à ce sujet pour qu'on puisse te réinviter dans 7 ans, voir où ça en est? Alors, le principe normalement des philosophes, c'est qu'ils se réveillent à tomber de la nuit, hein, vous savez, c'est classique, donc normalement ils évitent de prophétiser. Là quand je faisais ça, je prends rarement des risques quand même pour prophétiser, parce que quand je disais ça pour le DSM-5, c'était pour le coup, il y avait une vraie crise interne, il y avait des auteurs de premiers, aux États-Unis même, qui dénonçaient le manque de validité du DSM, donc voilà, j'inventais pas grand-chose, quoi. Alors maintenant, en fait, on parlait tout à l'heure de multilatéralisme, hein, les épistémologues préfèrent parler de pluralisme, c'est un concept vraiment de philosophe des sciences, c'est pas multilatéralisme où il y aurait des intérêts à gérer, c'est la question de pluralisme, c'est-à-dire est-ce que la science a raison ou pas de favoriser la pluralité des programmes de recherche, comme on dit en termes techniques, ou est-ce qu'au contraire, en se centrant sur des programmes de recherche les plus ambitieux et les plus prometteurs, eh bien, on favorise les choses. C'est une question très très compliquée.
Moi, j'ai tendance, alors, parce qu'on a spontanément dire, ben, voilà, pluralisme, tant mieux, super, c'est comme dans la vie, plus il y a de choses, plus on est nombreux, mieux c'est, et puis il y a une sorte d'œcuménisme. Mais non, en réalité, c'est plus compliqué dans les questions scientifiques, parce que je ne serais pas pluraliste pour, je sais pas, donner du financement à n'importe quel programme de recherche. Il y en a qui sont complètement délirants, il y en a qui sont... Mais c'est important, par contre, que ce ne soit pas centré toujours sur les mêmes projets. Donc là, il y a une pluralité d'approches au niveau des classifications, donc ça, c'est tant mieux. Faudra voir qui gagne à la fin, on ne peut pas vraiment faire de prophétie. La seule chose qu'on peut dire d'un point de vue de la philosophie des sciences, c'est qu'il y a un truc qui est toujours bizarre par rapport à ça, c'est qu'ils veulent toujours tout gagner sur tous les aspects. Comme si c'était l'approche du DSM de manière générale qui devrait valoir, ou l'approche de la psychanalyse pour tous les souffrances psychiques, ou l'approche des RDoC, ou l'approche des ITOP, etc. Alors qu'en réalité, il y a de grandes chances que certains aient raison sur certains domaines du champ de la souffrance mentale, qui est très très large, et d'autres, il se peut très bien que même si le DSM dans son ensemble est un échec, eh bien il y ait certains jeux de critères pour certains troubles particuliers qui étaient les bons et qui permettraient, si on faisait encore des recherches, de déboucher sur quelque chose. C'est-à-dire, je pense vraiment qu'il faut disséquer à l'intérieur. Donc qu'est-ce qui va se passer pour les RDoC? Les RDoC, c'est une grosse machine qui est en fait une sorte de machine à financement. C'est pas un projet, encore une fois, c'est pareil, c'est un projet assez vide, c'est une matrice vide. Eux-mêmes l'ont présenté comme ça, hein, dire remplissez, et puis ça dépense des millions et des millions de dollars. Hein. Vous savez que même en France, si vous voulez lancer un projet financé par les RDoC, même si ça touche, alors il faut que ça touche évidemment aux neurosciences, hein, mais c'est tout à fait faisable. Hein, ils dispensent vraiment de manière généreuse, et puis ils attendent de voir si ça va donner des choses. C'est possible que ça donne des choses. C'est tout à fait possible qu'il y ait, pour le coup, comme quand on finance dans des voies un peu inattendues et originales. Voilà, est-ce qu'on peut... C'est possible aussi que ça donne rien, parce que c'est une nouvelle usine à gaz qui veut tellement repartir du bas, parce que c'est ça le principe, hein, c'est vraiment partir de ce qu'on connaît de mieux au niveau des mécanismes neurocérébraux, et on connaît des choses bonnes, circuit la récompense, circuit l'évitement, etc. Mais la question, c'est comment on rattache ça à la clinique qui est si loin comme ça. Bah voilà, eux ils parient sur 2-3 décennies. Est-ce que ça sera suffisant? Donc je ne ferai pas de prophétie là-dessus, simplement pour dire que c'est tout à fait possible que ça ouvre des découvertes ponctuelles. Je ne prends pas beaucoup de risques en disant ça, mais je me contenterai de... On vérifiera. On vérifiera. C'est très politique comme réponse. Oui, bien sûr. Alors là maintenant, on va passer donc au deuxième. C'est Bernard Gols. Alors comme je l'ai dit, Bernard n'est pas parmi nous, présent. Il a envoyé une vidéo que nous allons passer donc sur le DSM-3, le DSM-4, le DSM-5 en pédopsychiatrie, une escroquerie de la pensée. Les DSM 3, DSM 4 et DSM 5 en pédopsychiatrie, une escroquerie de la pensée. Merci tout d'abord à Patrick Landman, à Yorgos Dimitriadis et à tous les collègues qui ont préparé ce congrès important de m'avoir invité à y participer. Leur confiance me touche et en dépit du report lié aux contraintes sanitaires, j'avais vraiment à cœur d'être présent dans cette réflexion. Malheureusement, en raison d'impératifs personnels compliqués, je ne peux hélas être avec vous en chair et en os, et je le regrette vivement. Je suis donc là par vidéo interposée, mais c'est tout de même mieux que rien. Après les assises de la santé mentale et de la psychiatrie qui n'auront été qu'un faux semblant et une mascarade pitoyable, je trouve personnellement ce congrès très salutaire et roboratif, notamment au moment où je viens de fonder l'Institut contemporain de l'enfance, soit un espace visant à penser le soin psychique et le prendre soin des bébés, des enfants et des adolescents. Avant d'aborder plus spécifiquement la question des classifications internationales en pédopsychiatrie, je voudrais d'abord dire haut et fort que la pédopsychiatrie vit actuellement la crise la plus grave de son histoire, comme nous avons eu l'occasion de le dire avec Marie-Rose Moreau dans une tribune relativement récente du journal Libération. Quelles sont les raisons de ce désastre actuel de la pédopsychiatrie? Il existe à mon sens 3 hypothèses fortes, mais sans doute non exhaustives. Une hypothèse sociologique, tout d'abord, qui concerne l'évolution de la demande sociale en matière de pédopsychiatrie. La demande que la collectivité adresse aux psychiatres et aux pédopsychiatres est aujourd'hui très différente de ce qu'elle était initialement. Les sociologues, tels que Jean-Yves Barrère, nous aident à repérer ce type de modification progressive.
Il est clair, par exemple, qu'en France, la demande sociale dans les années 60-70 à l'égard de la pédopsychiatrie était une demande centrée principalement autour de la question du sujet, de sa souffrance et de ses conditions de soins, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. C'est dans cette perspective que s'est déployé, me semble-t-il, tout le mouvement de sectorisation, en psychiatrie de l'adulte comme en psychiatrie de l'enfant, dont on sait que la perspective de prévention et de soins généralistes renvoyait également à des objectifs égalitaires, de proximité et d'accessibilité aux soins, et qu'il cherchait à tenir compte pour lutter contre l'enfermement de la terrible et douloureuse expérience concentrationnaire à laquelle la Seconde Guerre mondiale avait hélas donné lieu. La politique de sectorisation est certes loin d'avoir été menée à son terme, mais à l'heure actuelle, il ne semble plus que les mêmes objectifs ou que les mêmes idéaux soient encore en jeu, et de ce fait, probablement, la demande sociale a désormais changé. On parle moins du sujet, on parle moins de sa souffrance, on parle moins d'enfermement, et l'on parle davantage de symptômes entravant l'adaptation et de troubles neurodéveloppementaux appelant surtout des techniques rééducatives ou palliatives. La tentation est grande alors de chercher une réponse médicamenteuse qui permettrait de supprimer rapidement le symptôme sans avoir besoin de se livrer à une analyse psychopathologique complète de la situation, analyse forcément lente et plurifactorielle, mais pourtant absolument indispensable. Une hypothèse économique ensuite. La pression des laboratoires pharmaceutiques est énorme dans le champ de la psychiatrie adulte, privant d'ailleurs les enseignants d'une possibilité de transmission véritablement libre des connaissances, et la situation, si nous n'y prenons garde, risque de devenir identique dans le champ de la psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent. Je rappelle au passage que la honteuse expertise collective INSERM de 2005 sur le trouble des conduites ouvrait ainsi délibérément la porte à une prescription élargie de psychotropes chez l'enfant dans une perspective dite préventive, et ceci avant l'âge de 3 ans, alors que jusqu'à maintenant les autorisations de mise sur le marché sont encore très resserrées en psychiatrie infanto-juvénile, en France tout au moins, ne serait-ce qu'en raison d'un principe élémentaire de précaution. Une hypothèse psychologique ou anthropologique enfin, il existe en effet depuis longtemps une sorte de consensus tacite entre les médias et le grand public pour toujours évacuer la complexité qui nous confronte immanquablement à la question de la sexualité, de la souffrance psychique et de la mort. Tout se passe alors comme si la pensée avait horreur d'elle-même, comme s'il existait partout et toujours une sorte de haine masochiste de la pensée envers elle-même, alors même que la pensée est probablement ce que nous avons en nous de plus précieux. À ceci s'ajoute aujourd'hui la coupure avec la psychanalyse. La crise de la pédopsychiatrie est de toute évidence pluridéterminée, mais la crise de la psychanalyse y ajoute une dimension de gravité inédite en constituant un germe de danger plus que préoccupant. On peut même se demander si la crise de la pédopsychiatrie et la crise de la psychanalyse ne représentent pas au fond les deux aspects, les deux facettes, les deux expressions d'une seule et même crise. Finalement, l'escroquerie de la pensée que représentent les DSM ou CIM, que je veux dénoncer aujourd'hui, accentue encore cette crise de la pédopsychiatrie. D'une certaine manière, les étudiants en médecine n'ont plus actuellement que le DSM-5 et la CIM-10 comme manuel de sémiologie, si j'ose m'exprimer ainsi, et ils n'en peuvent plus, ce qui me paraît d'ailleurs bon signe. Ceci accentue encore la désaffection des jeunes collègues pour cette discipline pourtant formidable qu'est la pédopsychiatrie, qui se déploie, on le sait, aux confins de la médecine, du droit et de nombre de sciences humaines comme l'anthropologie, la sociologie, la philosophie, la linguistique. Alors qu'en est-il des classifications internationales ? Les grandes classifications internationales, le DSM-5 et la CIM-10 principalement aujourd'hui, présentent, on le sait, des corrélations de signes visant notamment à permettre aux chercheurs de constituer des groupes de patients analogues, ce qui ne veut pas dire homogènes, comme on le croit trop souvent, mais en aucun cas cette démarche, aussi utile soit-elle pour suivre l'évolution de certains patients, ne permet de définir des maladies ou des affections au sens médical habituel de ces termes. La notion de consensus est en effet extrêmement évolutive avec le temps, d'où d'ailleurs la nécessité d'une révision périodique tous les 10 ans environ des dites classifications, et surtout on ne peut négliger son inaptitude foncière et intrinsèque à délimiter des situations pathologiques dont on puisse se dire a priori qu'elles renvoient véritablement à une même étiologie ou à une même physiopathologie.
Les consensus qui émergent d'ailleurs dans les ateliers de travail sont en outre le fruit de tractations et d'enjeux de pouvoir plus ou moins opaques entre les différents experts, mais qui entachent évidemment lourdement la prétention de ces classifications à quelque objectivité scientifique que ce soit. La classification française des troubles mentaux de l'adolescent, la CFTMEA, a quant à elle une ambition plus structurale que symptomatique, ce qui la distingue fondamentalement des deux autres classifications évoquées à l'instant, mais d'une part, son utilisation ne s'est pas généralisée sur un plan international, et d'autre part, au même titre que les deux autres, en matière d'autisme infantile, elle ne parvient finalement qu'à délimiter des groupes de patients en réalité assez hétérogènes. Et je signale qu'une nouvelle révision de cette CFTMEA à laquelle j'ai participé a été publiée en 2020. On mesure aujourd'hui la catastrophe que ces classifications occasionnent, tout particulièrement en matière d'autisme. Je serai bref, mais quand même. Nombre de patients fort différents peuvent en effet être regroupés sous la même rubrique autistique si l'on ne retient comme critère de classification que le retrait, les stéréotypies et les troubles du langage dans le DSM-4, voire seulement deux critères, les troubles de la communication sociale et les intérêts restreints ou stéréotypés dans le DSM-5. Au simple vu d'une telle corrélation sémiologique, parler de syndrome autistique est certes prudent, mais même ce terme peut en réalité s'avérer fallacieux, car nous ne savons pas si les patients actuellement réunis sous le terme de troubles envahissants du développement ou de troubles du spectre autistique appartiennent véritablement à une même entité nosologique. Tout ceci renvoie évidemment au fait que le modèle médical classique ne suffit pas à l'évidence pour rendre compte des troubles mentaux de l'enfant, mais qu'en revanche, le modèle polyfactoriel comporte encore beaucoup d'inconnus qu'une pseudo-modernité ne doit pas nous conduire à ignorer. Plus fondamentalement, le principe même de ces classifications est véritablement une escroquerie de la pensée, et c'est ce que je voudrais maintenant quelque peu argumenter. Il y a d'une part les maladies du corps, dites MCO, médecine, chirurgie, obstétrique, et les maladies de la psyché. Vouloir les réunir dans un même document crée l'illusion que ces pathologies répondent au même modèle. Or, il existe trois modèles des troubles mentaux de l'enfant et de l'adolescent, un modèle médical, un modèle psychopathologique et un modèle pédopsychiatrique. Le modèle médical est plutôt linéaire, il est déductif, il est fait pour fonctionner rapidement et il renvoie à une temporalité dite linéaire avec l'anamnèse de la maladie, le diagnostic, le pronostic et le choix du traitement. Le modèle psychopathologique s'y oppose point par point puisqu'il est par essence polyfactoriel, il n'est pas déductif mais inférentiel et surtout il se réfère à une temporalité non pas linéaire mais circulaire, temporalité circulaire qui est celle de l'après-coup. Le modèle pédopsychiatrique, enfin, se cherche quelque part entre les deux autres, différemment selon les époques et selon les pays. Dans les pays anglo-saxons, le modèle pédopsychiatrique est très proche du modèle médical. En Amérique du Sud, en Europe du Sud, le modèle pédopsychiatrique est plus proche du modèle psychopathologique. Mais il y a plus. Il y a une question entre le registre du normal et le registre du pathologique. Dans les maladies MCO, les maladies du corps, entre le normal et le pathologique, il existe un clivage sans zone de recouvrement. On est malade ou on n'est pas malade. On a une angine ou on n'a pas d'angine. Alors que dans le modèle pédopsychiatrique, les variations de la normale sont essentielles. Nous avons tout un continuum entre le registre strictement pathologique, le registre strictement normal, d'ailleurs difficile à définir, et 90% des enfants qui nous consultent pour des difficultés qui sont dans les variations de la normale, plus ou moins graves, évidemment. Par ailleurs, nous ne disposons d'aucun marqueur biologique pour la nosologie pédopsychiatrique, qui est donc purement descriptive et jamais étiologique. Même dans le cadre de l'hyperactivité ou dans le cadre de l'autisme, les déterminants génétiques qui ont pu être isolés ne sont pas des déterminants causaux. C'est une génétique de vulnérabilité extrêmement complexe
et qui n'a rien à voir avec une causalité linéaire au sens classique du terme. La seule dimension étiologique que nous avons à propos des maladies pédopsychiatriques concerne le syndrome de stress dit post-traumatique, mais justement, il y a de grands débats là pour savoir quelle est la place du trauma dans la détermination des troubles. Est-ce que c'est le tempérament? Est-ce que c'est l'histoire de l'enfant et de sa famille? Nos classifications pédopsychiatriques sont beaucoup plus descriptives qu'étiologiques, ce qui n'est pas étonnant, car la pédopsychiatrie est jeune et nous sommes dans une phase encore de recension, de repérage des différentes entités. La notion de comorbidité, par ailleurs, devrait être l'occasion d'une remise à l'honneur de la psychopathologie, mais avec le DSM ou la CIM, on ne peut les comprendre que comme le fruit du hasard ou d'une corrélation purement statistique, ce qui est évidemment d'une platitude extrême. Ce vouloir enfin purement descriptif et athéorique est totalement illusoire et ne fait que cacher, mal d'ailleurs, le désir d'être anti-psychanalytique de ces classifications, alors même que du point de vue épistémologique, les faits ne parlent jamais d'eux-mêmes et que le filtre d'une première grille de décodage interne ne peut aucunement être évité. Il importe alors d'expliciter au mieux cette première grille de décodage et de faire en sorte qu'elle ne concerne que les contenants et non pas les contenus. Dans le domaine de la vision, par exemple, nous ne pouvons voir les choses que dans le spectre des ondes lumineuses auxquelles notre œil est sensible. Notre vision est donc bornée d'un côté par les rayons X, de l'autre côté par les ultraviolets. Nous ne pouvons voir que ce qui se passe dans le spectre du visible, mais ça ne dit rien à l'avance de ce que nous verrons dans ce spectre-là. Il me semble que du point de vue de notre nosologie, nous devrions avoir une démarche un petit peu parallèle. Nous ne pouvons voir les choses que dans les limites d'un certain spectre. Ce spectre définit les contenants de nos observations, mais ne prédit pas à l'avance les contenus que nous y observerons. Pour conclure, je terminerai sur la place centrale que doit avoir, que devrait avoir, que doit continuer à avoir la psychopathologie. En 2014, Stangellini, Matthew et Broom, éditorialistes du British Journal of Psychiatry, ce qui n'est pas rien, prenaient clairement position en affirmant que la psychopathologie devrait constituer le cœur de la psychiatrie et que son enseignement devrait être un passage obligé de la formation de tous les professionnels de la santé mentale, ainsi qu'un élément clé partagé par les cliniciens et les chercheurs dans ce domaine. Pour ces auteurs, ce primat de la psychopathologie s'impose pour au moins 6 raisons que je citerai très brièvement. La psychiatrie représente une discipline hétérogène et puisque l'approche des professionnels est d'origine multiple, psychanalyse, comportementalisme, neurosciences, sociologie, il est donc indispensable de pouvoir disposer d'un terrain d'entente et d'un langage comparable, je les cite. Pour des cliniciens aux conceptions théoriques variées, la psychopathologie est susceptible d'offrir un tel dénominateur commun permettant une compréhension partagée des troubles mentaux. Le recours à la psychopathologie demeure largement utile en présence de définitions de maladies mentales reposant sur des symptômes et des éprouvés singuliers subjectifs et non sur des bases précises garanties par les neurosciences. Troisièmement, la psychopathologie peut être conçue comme un pont entre les sciences humaines et la clinique, comme la boîte à outils de base donnant un sens à la souffrance psychique. La psychiatrie, ensuite, abordant la subjectivité humaine anormale, la psychopathologie tente de définir ce qui est anormal et de saisir les éléments de la vie psychique normaux dans un contexte de maladie mentale. La psychiatrie doit prendre soin d'un sujet en difficulté et non le juger, le marginaliser, le punir ou le stigmatiser. Dans cette perspective, la psychopathologie fait précisément le lien entre la compréhension et la prise en charge thérapeutique, en s'efforçant d'établir à cette fin une trame à la fois éthique et méthodologique. La psychiatrie, enfin, cherche un moyen de rapprocher l'expérience subjective individuelle du fonctionnement cérébral et la psychopathologie ouvre un passage entre la compréhension et l'étiologie pour la recherche et pour la clinique. Une part au moins des difficultés existantes actuellement pour établir une psychiatrie étayée sur les neurosciences semble provenir d'une connaissance insuffisante de la psychopathologie et de ce fait un savoir fondamental dans ce domaine constitue une condition préalable à une démarche explicative à même de donner une nouvelle impulsion à une psychiatrie biologique.
Ces auteurs jugent donc nécessaire d'accorder une place centrale à la psychopathologie afin de pouvoir réaliser l'ambition des psychiatres d'aborder un éclaircissement sur les maladies mentales. Même si on pourrait discuter tel ou tel terme de cette déclaration utilement tonitruante, il faut saluer le courage conceptuel de ces auteurs en opposition avec la pensée unique du moment, et personnellement, je m'associe bien évidemment sans réserve aucune à cette position qui me paraît aujourd'hui de plus en plus vitale pour l'avenir de la psychiatrie, de la pédopsychiatrie. Or, la psychopathologie, point de salut. Et si la psychopathologie ne se résume pas tant s'en faut à la psychopathologie psychanalytique, elle n'a en tout cas rien à voir avec le contenu des DSM, qui est le fruit de divers lobbying véritablement peu recommandables. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Bien, on va peut-être laisser quand même des... Bon, Bernard n'est pas là, il ne pourra pas répondre, mais enfin, je pense que ce serait bien si quelqu'un veut faire une remarque plus qu'une question, puisque on ne pourra pas répondre à la place de Bernard. Faire une remarque sur cette intervention. Moi, évidemment, j'aurais eu beaucoup de questions à lui poser, évidemment, parce que vous voyez le contraste qu'il y a entre nos deux exposés. Malheureusement, ce sera l'occasion une autre fois, sans doute, de faire... Mais j'aurais aimé, évidemment, l'interroger sur son titre, qui est très fort, avec un point d'exclamation, « Escroquerie, la pensée », et donc juste lui demander « escroquerie », vous voyez, escroc, ça renvoie à quelque chose qui est de l'ordre du volontaire. Hein, c'est ce qui sépare la faute de la fraude. Une faute, on ne fait pas exprès, on fait un projet puis on se foire, ça peut arriver. La fraude, c'est quand il y a une intention vraiment malveillante, et j'aurais juste voulu lui demander, mais, d'où il tire le fait qu'il y a eu des escrocs là-dedans, parce que c'est la pensée, c'est pas le fait qu'il y ait eu des... et qu'est-ce que ça signifie en fait? Pourquoi ce serait quoi la faute vraiment au niveau de la pensée qui a eu lieu, et pourquoi c'est pas juste de l'ordre du foirage? Oui, il y a peut-être une réponse là, il y a quelqu'un qui veut répondre. Il y a quelqu'un qui veut. Paul Lacaze demande d'abord. Ah, mais il y a quelqu'un d'abord. Ah, Pierre-Marie. Pierre-Marie. Merci Pierre. Paul ou Pierre alors? Après Pierre, c'est Paul, après Paul, c'est Paul, Pierre, enfin on verra. Peu importe. Mais pour Jean-Michel, je veux dire simplement ceci. Oui, escroquerie ou pas escroquerie, manipulation, en fait, hein, c'est la question qui est posée. Et moi, une seule réponse, c'est Allen Frances. Et là, je m'adresse, j'allais dire directement à Patrick, qui nous fait savoir ô combien, à quel point le concepteur du DSM-3, enfin le concepteur, ou en tout cas le contributeur majoritaire du DSM-3 s'en est éloigné parce qu'il a bien compris qu'il s'agissait véritablement d'une escroquerie. Voilà, c'est la réponse que je donnerai. Je ne suis pas sûr que Allen Frances se définirait comme un escroc. Qui était, vous voyez, vous avez tout à fait raison, c'est le bon exemple, mais je m'apprêtais justement à convoquer exactement le même exemple. Puisque Patrick le connaît bien, en disant, Allen Frances, il a fait partie, il a été l'un des premiers à dire qu'il s'était planté, qu'il y a eu beaucoup de défauts, il a été le premier aussi à dire qu'il pouvait y avoir des détournements. Ça, le fait qu'il y ait eu, comme dans tout, que c'est pas parce que vous faites un projet et que de l'argent est détourné dans un projet pour faire que le projet dans l'ensemble doit être considéré comme une escroquerie. Mais Allen Frances, vous voyez, c'est difficile parce qu'on peut le prendre des deux côtés, parce que le fait même qu'il ait été le directeur il n'aurait pas accepté de participer à une escroquerie en tant que telle. Il a... Ça me fait penser à Édouard Zarifian, à l'époque, un peu plus tôt, avec les antipsychotiques. C'est le même processus. Il y a participé pleinement jusqu'au jour où... il s'est retranché. Il s'est retranché parce que non seulement ça le dépassait, bien sûr, au sens... il n'avait pas vu, comme Allen Frances. Il s'est rendu compte que ces projets-là n'avaient plus rien à voir avec la véritable médecine au sens étymologique du mot. On s'en écarte. C'est des profits, c'est de l'économie et c'est de la politique. Je me souviens, je suis un peu plus nuancé. Allen Frances m'a dit la plus grosse erreur que j'ai faite, c'était d'accepter qu'on introduise le trouble bipolaire de type 2. Parce que là, ça a été... Alors, ça a été là vraiment encore.
l'ouverture massive, évidemment, des antidépresseurs à un point, et également je veux dire, pas seulement des antidépresseurs, mais aussi des régulateurs de l'humeur, de manière générale. Mais je crois que je suis d'accord avec Steve, je crois qu'il n'accepterait pas l'idée d'escroquerie. Mais ce que dit Bernard, c'est pas escroquerie, c'est escroquerie de la pensée. Donc il faudrait peut-être qu'on lui demande, au fond, ce qu'il entend par ce concept d'escroquerie de la pensée. Pierre. Je serais plus nuancé. Je pense que cette expérience, parce que la manière dont vous l'avez présentée, c'est vraiment une expérience qui s'est produite dans le temps, une tentative d'apporter un outil, parce que c'est ça au départ, c'était apporter un outil à un usage international. Et je dirais le constat qu'on peut faire, c'est plutôt la faiblesse de la pensée des psychiatres, c'est-à-dire qu'ils se sont servis de cet outil comme si cet outil disait le tout sur le tout de la psychiatrie, c'est-à-dire que c'est plutôt une défaite des psychiatres, une difficulté des psychiatres à utiliser cet outil, et l'utiliser pour ce que c'était, parce que c'est avant tout, au départ, un outil pour permettre un dialogue entre les différents champs psychiatriques à travers le monde. Au départ, c'était cela le but. Le but, c'était le fait, quand on envoyait un patient, un collègue, je ne sais pas où, à Dakar ou à Berlin, avoir un langage commun. Et très vite, on s'est rendu compte qu'on a pris l'outil pour la chose elle-même. Il y a une confusion entre des concepts qui étaient simplement des concepts descriptifs pour ce à quoi ils se rapportaient. Et je dirais, Paul, je pense qu'on doit plutôt se flageller. On a été tous, pendant des années, inconscients de l'usage que l'on faisait du DSM. Oui, alors ça c'est la thèse que c'est pas le DSM lui-même, mais c'est l'usage qui a été fait du DSM. Est-ce que je peux juste répondre rapidement par rapport à ça, parce que ça rejoint un point qui est important dans l'histoire du DSM. Alors on parle souvent de Spitzer, mais l'un des personnages vraiment importants, c'est Sapchine, Melvin Sapchine, qui était le directeur médical qui a commandé ça. Et l'un des enjeux politiques au départ, où il s'agissait d'avoir de l'argent, etc., et avoir les mains libres pour faire quelque chose, c'était de rétablir ce que les Américains appellent la parité entre le remboursement des soins somatiques et soins psychiques. C'est-à-dire que vous savez qu'il n'y a pas de sécurité sociale. Jimmy Carter avait proposé ça à un moment, mais c'était tombé à l'eau. Il n'y a pas de sécurité sociale, et donc ce sont des assurances privées qui remboursent quand vous tombez malade. Il faut avoir des assurances. Et jamais les soins psychiques n'ont été bien remboursés aux États-Unis, parce qu'il faut avoir des preuves pour pouvoir être pris en charge. Et donc l'un des enjeux clairement par rapport au DSM, c'était de dire on va faire un effort de clarifier l'usage des concepts, tout ça, et on demande quand même à ce que la prise en charge des malades mentaux soit mieux faite aux États-Unis. Donc vous voyez, il y a quand même des intentions qui, pour le coup, sont tout à fait louables. Voilà. Il y a ce point-là. Deuxième point, en fait, qu'est-ce qui s'est passé par rapport au DSM? C'est qu'il y a eu donc cette volonté de rétablir ça, mais il y a eu quelque chose qui était vraiment important au début des années 80. C'est le virage ambulatoire, c'est-à-dire on ferme les asiles et on veut traiter au sein des villes. Et puis l'industrie du soin. C'est que bien au-delà des psychotropes, le soin est devenu une industrie, et en fait, le DSM, en dehors de cet outil de recherche, est devenu, pour le coup, d'un point de vue, on dirait, néolibéral, l'outil parfait pour développer cette nouvelle manière de soigner vite fait. Donc c'est toute une configuration très très complexe, et c'est pour ça que, mais effectivement, il faudrait voir ce que Bernard veut dire exactement par escroquerie de la pensée. Mais voilà, il y a une conjonction qui a été très très singulière aussi au début des années 80. Oui, c'est vrai que c'est un outil médico-économique important. Oui. Voilà. Bien, je propose que maintenant, j'espère que Bernard aura accès à nos questions et qu'il pourra éventuellement... Ah, il y a Alain qui voulait parler. Excuse-moi, Alain, vas-y. Non. En deux mots, ce que je trouvais intéressant quand même, quand on écoute l'épopée du DSM ou qu'on regarde l'épopée des classifications psychiatriques au XIXe siècle et au début du XXe siècle, c'est qu'on a quand même l'impression qu'à chaque fois, c'est le même type de butée, on repasse par les mêmes ornières et c'est le même type de butée auquel on a affaire, c'est-à-dire qu'on touche à un impossible qui fait que la classification échoue, au point qu'on a, dans les années 30, renoncé à faire une classification générale et qu'ensuite l'ES est
un bricolage. Je pensais à l'exemple que donnait Steve Damasio tout à l'heure sur la pyromanie et la pédophilie. C'est exactement la question des phobies d'impulsion qui était classée comme monomanie homicide dans le système d'Esquirol et dont on s'est aperçu ensuite que la différence avec les monomanies homicides, c'est qu'elles ne passaient jamais à l'acte. Mais les phobies d'impulsion, pendant tout un temps, étaient internées parce qu'on pensait que le risque de passage à l'acte, l'intention suffisait. Donc on voit qu'on repasse toujours par les mêmes systèmes, par les mêmes butées. Et je rappelle quand même, parce que on est nostalgique d'une ancienne psychiatrie, mais je rappelle que Lacan disait qu'il n'y avait pas de raison de s'en satisfaire, que c'était la vieille clinique, que la psychanalyse avait apporté des lumières, certes, mais pas tout, et qu'il était quand même... Le défi ou l'enjeu pour les analystes, par exemple, était quand même d'avancer quelque chose qu'ils n'ont toujours pas fait. Lacan lui-même a essayé d'introduire la paranoïa d'autopunition. Il a essayé... Ah oui, mais avant. C'était avant-guerre. Oui, mais il a renoncé. Non, tandis que là, je pense à ses commentaires de la fin des années 70. Oui, je comprends. Mais je dis que lui-même a participé à quelque chose de la psychiatrie classique. Il savait de quoi il parlait. Tout à fait. Mais Freud aussi. Hein, oui. Freud n'était pas psychiatre. Il savait très bien de quoi il s'agissait aussi. Tout à fait. Bien, on va passer maintenant la parole à Jean-Michel. Jean-Michel Turin, est-ce que tu peux te présenter selon la nouvelle formule? Maintenant, c'est l'auto-présentation. On a quand même... Freud a fait ça aussi, hein, après tout. On peut peut-être se mettre dans cette postérité. Donc, je vais essayer de me présenter. C'est compliqué parce que... je fais beaucoup de choses, quoi. C'est ça le truc. Enfin, moi, ce qui me caractérise le plus, c'est que je suis psychiatre, psychanalyste, je suis clinicien, avant tout, clinicien qui exerce en libéral, après avoir exercé en hôpital psychiatrique et avoir exercé aussi dans une maison d'accueil qui était la nôtre, pendant 2 ans avec un paquet de psychotiques et pendant 1 an et demi avec des toxicomanes. Bon. Donc tout ça s'inscrit quand même dans un certain mouvement par rapport à la psychiatrie. Alors alors je continue un petit peu. Il se trouve qu'ensuite je me suis trouvé impliqué dans la Fédération française de psychiatrie, que j'en suis devenu le secrétaire général avec 40 sociétés savantes, et tout ça à l'initiative de l'INSERM, avec lequel on a travaillé pendant 15 ou 20 ans de façon extraordinaire, de façon interdisciplinaire, de façon en permettant aux psychiatres de sortir leurs recherches, en faisant des recherches interdisciplinaires aussi, avec deux choses très importantes, qui ont été le congrès international sur stress, traumatisme et pathologie, dont il est sorti un DU, enfin, etc. Bon. Donc toutes ces choses-là sont très importantes. Ensuite, il y a eu l'expertise INSERM sur les psychothérapies, qui m'a projeté dans une dimension que je ne connaissais pas. Parce que au niveau de la Fédération française de psychiatrie, on arrivait à travailler ensemble, entre les TCC et les psychanalystes. Il n'y avait pas de problème. Mais à la sortie de cette expertise, qui a été véritablement confisquée et organisée quelque part de l'extérieur, par quelques troublions, on a changé de monde. On a changé de monde, et là, c'est là qu'on retrouve finalement une orientation politique qui est derrière. Je pense que ce n'était pas le cas à l'époque. Mais il y a eu véritablement du lobbying très très important. Et puis, comme par hasard, avec le changement du directeur général de l'INSERM, avec lequel il y avait beaucoup de choses qui se faisaient, y compris la création d'un réseau de recherche fondé sur les pratiques psychothérapiques que j'ai piloté avec Bruno Falissard. Eh bien, quand Bréchot, qui s'occupe maintenant des virus là, et de l'ARN, enfin il le faisait déjà, mais quand il est parti, il y avait derrière la porte tout un mouvement politique qui était là déjà prêt à démarrer, qui a donné naissance à une grande structure dont vous imaginez le nom. Donc voilà, ça c'est une chose. À partir de là, ce dont je vais vous parler peut paraître un petit peu planétaire en fonction de ce qui a été dit juste avant.
hein, parce que moi, je ne vois pas exactement les choses de cette façon, et je ne me sentirais pas du tout accusé, finalement, de pouvoir être accusé par rapport au DSM. Le DSM, moi, je ne l'ai jamais utilisé. Je l'ai utilisé en seconde main, disons. Mais ça n'a jamais été ma méthode d'approche pour faire du diagnostic et de la psychopathologie. Donc, ce que j'ai oublié de faire d'abord, avant toute chose, c'est de remercier le comité d'organisation et Patrick d'avoir organisé ces journées qui sont vraiment très, très importantes. Hein. Et je le remercie aussi très, très fortement, mais avec une certaine fragilité, de m'avoir soumis ce thème-là, DSM, clinique et psychanalytique et neurosciences. C'est un truc magnifique, pour moi c'est un sujet formidable, mais évidemment ça va être traité de façon un petit peu contractée, et d'avance je vous demande de m'excuser du caractère un peu peut-être décalé que ça va présenter. Bon, donc je démarre à partir du DSM. Hein. Bon, le DSM, voilà, en fait ça tient en 2 lignes. Hein, c'est une description pour moi symptomatique générale. Un sujet, mais ce qui est derrière, c'est un sujet sans histoire, sans contexte, sans vulnérabilité ni cause de ces problèmes et de leur expression. Et donc, il en ressort que le DSM a théorie qui est associé généralement à l'évidence-based médecine n'est pas approprié à la psychothérapie des cas complexes. Point. Et nous travaillons avec des cas complexes. Hein, c'est ça la différence. Alors les psychologues de l'Association américaine de psychologie et les psychologues au niveau international s'en sont rendus compte il y a déjà longtemps, puisque c'est en 2005 hein, qu'ils ont dit, bon, bah, le DSM, on a compris où ça nous mène, c'est une erreur, et donc nous on met en route autre chose, hein, qui est la formulation de cas, hein, qui est une expertise clinique des psychologues, donc c'est eux qui reprennent la main, hein, et les psychologues, bon, qui ont toute une expertise clinique dont le déroulement est explicité, mais fondamentalement, ce qui est essentiel, c'est que c'est eux qui ont la main, hein, qui vont faire le travail le meilleur possible, justement, par rapport à cette expertise, et en tenant compte à la fois des éléments qui existent au niveau de la recherche, numéro 2, et en prenant en compte aussi la culture et la situation particulière du patient et ses attentes. Donc vous voyez qu'on change quand même de monde, hein, et que pour eux, le DSM, c'est quelque chose qui est lointain. Hein, bon. Mais que c'est possible à faire. Et donc, ils fonctionnent avec ça, et ça fonctionne plutôt bien. Alors, où est-ce qu'il faut... Ah oui, c'est ça. Donc, la formulation de cas, qu'est-ce que c'est? On prend les premiers entretiens qui ouvrent à l'expression des problèmes tels que le sujet les perçoit et les vit, hein. Donc on parle de problèmes, là on n'est pas sur des nosologies. Le début de leur conceptualisation est engagé par une analyse psychopathologique. Donc il y a 5 minutes on nous disait où est la psychopathologie. Ben, la psychopathologie en tout cas elle est partout là. Hein. Elle envisage les différentes origines et organisations psychiques secondaires qui s'expriment dans le tableau clinique actuel. Les points d'appui sont soulignés. Une première orientation de la psychothérapie est conçue et de la façon de l'engager. Et voilà, ça démarre donc sur quelque chose qui est plutôt du côté qualitatif, hein, mais en même temps avec des données qui sont organisées. Et ça fonctionne très bien. Alors, ces problèmes se retrouvent pratiquement dans l'ensemble de la clinique des troubles complexes. C'est ça dont je vais parler aussi, qu'ils soient dépressifs, anxieux, jusqu'aux troubles psychotiques et psychosomatiques autistiques, en passant par les troubles de la personnalité. Et ça, c'est quand même quelque chose qui est étonnant. Fondamentalement, quand on a les patients qui sont là, on se dit, mais finalement, ils ont vraiment quelque chose de commun, ces gens-là. Bon, et ce qu'ils ont vraiment quelque chose de commun, c'est qu'il y a eu quand même une problématique importante au niveau de leur histoire. Mais en France, cette problématique importante au niveau de l'histoire, en tout cas dans le domaine de l'autisme, elle a été en quelque sorte censurée, hein, puisqu'il ne fallait plus parler surtout de ce qui pouvait se passer à ce niveau-là, alors que, de façon générale, ça fait partie des choses de base, qui sont, on va le voir ensemble, qui sont à la base, finalement, du démarrage du fonctionnement d'une personne avec l'autre et dans le monde. Alors, la clinique psychanalytique, deuxième point que je dois aborder, c'est-à-dire, bon, le psychanalyste est attentif à tout ce qui peut orienter sur l'origine, les facteurs déclenchants des troubles et la façon dont la personne a appris consciemment ou inconsciemment
à faire avec. C'est pour ça qu'on n'a pas des choses pures. Hein. Bon. Les évitements s'expriment dans la tonalité de la voix, l'évitement du regard, les oublis. Les points les plus sensibles s'expriment dans la souffrance, la répétition, le retrait, les troubles des conduites alimentaires et autres, la dénutrition, le délire. Bon, tout ça, bon, ça, je pense que ça pose, c'est ce que vous faites, c'est ce que tout le monde fait. Hein. Bon. Mais il y a un paradoxe de la clinique psychanalytique qui est qu'à la fois c'est une approche globale, et en même temps que c'est une approche qui est ajustée en permanence par le thérapeute à la situation du patient. C'est-à-dire qu'on est à ce moment-là pas du tout dans quelque chose qui est figé, on est quelque chose dans un processus qui va être un processus de changement, hein, où ça peut se bloquer, mais fondamentalement, on est dans un processus où le thérapeute accompagne finalement son patient et au fur et à mesure se modifie lui-même pour se modifier en fonction du patient. Plusieurs points sont à souligner sur ce qui caractérise la clinique psychanalytique dans la pratique. Premièrement, ça c'est quelque chose qui a été souligné par Capsambellis récemment à la suite de la publication de notre article et que je trouve extrêmement intéressant et important. C'était un peu abordé ce matin, l'intentionnalité du patient. C'était quand même extraordinaire de se dire que quelqu'un va venir de façon régulière pendant des mois, hein, peut-être des années, comme ça. Bon, ça ne se fait pas comme ça, c'est quand même quelque chose à souligner. Et celui-ci ne vient pas seulement pour une réduction de ses symptômes, il vient surtout pour parler, exprimer, être entendu, compris dans ses expériences, leur sens et le vécu qui s'y rattache. Et puis, ces choses habituelles, sortir de la répétition, avoir accès à une vie qui a un sens, bénéficier d'un retour de bien-être. Donc, tout ça, c'est quelque chose qui marque la relation véritablement importante qui va se passer entre le patient, son attente et le thérapeute, et aussi, finalement, ce qui peut améliorer la vie dans des conditions qui partent de choses finalement très graves, très difficiles. Bon, mais on est dans un fonctionnement où ça va être permis. Hein. Le transfert, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire parce que avec notre population de patients autistes, donc 70 patients, qui ont été suivis cas à cas de façon extrêmement précise, complète, etc., incluant la pratique des thérapeutes et la façon dont les enfants fonctionnaient, eh bien, on a fait un certain nombre, on a isolé un certain nombre de facteurs potentiels qui pouvaient être fonctionnels et permettre à ces enfants d'évoluer. Bon. Ces enfants, de façon générale, de façon plus que générale, ont beaucoup évolué. Donc, on a cette espèce de paradoxe à l'arrivée, on a une patientèle de résultats très très positifs. Bon, donc la question du transfert, des enfants qui sont a priori dans le retrait, dans les stéréotypies, en fait, ils fonctionnent. Comment ça se fait que c'est comme ça? Non seulement ils fonctionnent, mais ils sont très actifs dans la thérapie. Donc ce sont les enfants qui peuvent être vraiment en grande difficulté à côté, quand ils sont dans le groupe, mais avec le thérapeute, il se passe véritablement quelque chose, hein, qui est... Et le cadre. Le cadre, c'est l'association libre. Alors là, c'est quelque chose aussi de très très important finalement. Le patient a l'initiative du déroulement du processus, c'est quand même pas rien. Hein, et l'enfant autiste, c'est la même chose. L'enfant autiste est à l'initiative du processus. Il peut être allongé ou en face à face, et on va voir que effectivement cette situation allongée ou face à face, c'est pas simplement de dire quelque chose qui serait, je dirais, globalement secondaire, donc qu'on n'aurait pas à expliquer par rapport à qu'est-ce qui se passe par rapport à ça, qu'est-ce qui fait que c'est plutôt la position allongée ou la position face à face. Bon. Et puis, il y a la verbalisation, l'expression et la gestion des affects qui sont les dimensions spécifiques qui sont privilégiées. Donc, il y a quelque chose quand même d'assez structuré au niveau du commun, hein, à la fois au niveau des problèmes de départ et finalement à la fois au travail qui va se faire.
Alors l'évolution de la clinique psychanalytique, bon, une partie de la clinique psychanalytique concerne les troubles névrotiques oedipiens, la possibilité de penser en association libre et de dépasser les résistances au cours de séances permet aux patients d'accéder à des contenus inconscients qui sont exprimés et intégrés finalement au reste de son existence. Et puis une autre partie des cas, qui est la partie qui devient majoritaire, trouve ses racines dans les expériences précoces qui ont altéré la dimension développementale. Dans ce cadre, les processus affectifs apparaissent se lier au cœur même du soi, et les modèles récents du développement humain sur le mode des phénomènes impliquant des réponses corporelles depuis l'enfance et tout au long de la vie conduisent à des conceptualisations corps, esprit, cerveau. Et là, si vous voulez, c'est quand même quelque chose d'assez nouveau et de très important, hein, que se rompe du fait même de la clinique, hein, cette distinction d'un côté l'esprit, bon, où les thérapeutes et en particulier les psychanalystes peuvent être piégés dans des concepts qui sont des concepts qui fonctionnent finalement chez un individu et au niveau de son esprit sans qu'il y ait de liaison finalement avec le... C'est bon? Alors, merci. Voilà. Donc, ces modèles récents du développement humain sont en train d'utiliser une nouvelle connaissance pour redéfinir ce qui fait de nous des humains uniques. La psychopathologie et l'action thérapeutique entrent dans le registre d'un système ouvert complexe. Donc ça, c'est quand même très important parce que c'est à la fois une ouverture pour les thérapeutes et pour les patients aujourd'hui, hein, mais c'est aussi une ouverture, on va le voir, de relations avec la biologie, la biologie de l'évolution, la biologie de la conscience et ce qui va avec. Hein. Donc, le psychanalyste travaille finalement dans un système d'interaction complexe, hein, dont les composants interagissent de façon non linéaire, ce qui se traduit par des manifestations qui peuvent être non prédictibles. Donc c'est assez extraordinaire de penser que dans ce fonctionnement-là, eh bien, quelque chose va se produire. Alors dès à présent, la clinique psychanalytique prend en compte diverses origines qui peuvent donner lieu à des troubles communs. Et là, j'en ai fait un petit inventaire, hein, pour montrer que finalement, on ne travaille pas à partir d'une nosologie fermée. Hein. Bon. La littérature psychanalytique, issue de l'expérience des cliniciens, permet de les aborder en prenant en compte le contexte de leur origine, leur dimension historique, la vulnérabilité qui leur est associée et la situation actuelle qui les ranime et les active. Là, on rentre dans un suivi finalement qui rentre dans la logique du vivant. Hein. Bon. Une origine, bon, qui fait partie de l'histoire, hein, une vulnérabilité qui lui est associée, et puis les rencontres qui se produisent dans la réalité au cours de l'existence et qui font que les éléments vont ressortir. Ce qui est là correspond de façon pratiquement identique, enfin similaire ou identique, à ce qui était déjà chez Freud dans son premier texte sur l'esquisse d'une psychologie scientifique, quand il explique l'histoire de cette jeune femme qui vient consulter parce qu'il y a le sentiment qu'on se moque d'elle quand elle rentre dans la boutique, et que cette histoire d'avoir peur du rire et la façon dont elle est perçue la renvoie à une période de sa vie très jeune, quand elle a été abusée sexuellement par le boucher, l'épicier, disons, hein,
et qu'elle y est retournée le lendemain. Donc, elle y est retournée le lendemain, donc il y a cette question qui est restée chez elle, qui est aussi le problème de la culpabilité qui va avec, et dont au départ elle ne connaît rien, mais finalement c'est la reconfrontation aux situations actuelles qui fait que là il y a quelque chose qui peut être dévoilé et travaillé. Donc j'ai réuni quelques exemples qui montrent comment ça fonctionne au niveau de la... Enfin, ce qui n'est pas du tout le DSM, hein, au niveau des classifications, si on peut dire la classification interne qui se passe dans la tête d'un clinicien par rapport aux différentes choses, différents problèmes qui peuvent expliquer une vulnérabilité à l'angoisse. Et donc là, vous voyez sur la droite des tas de noms, Rank, Spitz, Bowlby, Winnicott, Hornet, qui ont décrit à chaque fois un certain type de trouble qui vient et qui est associé ou qui conduit à l'angoisse. Donc angoisse de désintégration, néant, vide, impuissance, sécurité. Angoisse persécutrice, bon, avec Mélanie Klein, frustration et retournement contre soi, des pulsions destructrices. Angoisse de dépendance, sentiment de dépendance et crainte d'engouffrement et de perte d'identité. Angoisse de castration, ça c'est classique, crainte de punition liée au complexe d'Oedipe, etc. Et pour la dépression, ça c'était pour l'anxiété, et pour la dépression, vous voyez les expériences traumatiques précoces d'Abraham. Hein. Mais ce qui est intéressant, c'est aussi ce qu'il en résulte, comment dans la clinique, bon, la disposition hostile excessive qui devient dirigée vers les autres, la répression des mouvements de haine entraîne la culpabilité et la dépression jusqu'aux idées délirantes. Bon. Vous voyez qu'il y a là tout un circuit psychopathologique qui a été décrit par Abraham. Si vous prenez la dépression abandonnique de Spitz, c'est pareil, avec des films aussi qui montrent comment des enfants qui ont bénéficié d'une mère qui s'occupait beaucoup d'eux, finalement, et cette mère est séparée d'eux. Ces enfants tombent dans un état de dépression très important jusqu'au marasme et pour certains jusqu'à la mort. Donc tout ça pour montrer qu'on travaille dans notre esprit avec toute une logique quand même qui différencie les choses. Alors on tire des éléments à partir de là et c'est à partir de là qu'on va pouvoir concevoir finalement une pratique et comment on va essayer de le faire. Parce que ça, c'est un des problèmes quand même de psychanalyse, c'est qu'on est très très fort pour analyser un cas, etc. Mais à l'arrivée, l'analyse ne suffit pas. Il faut arriver à une action. Hein. Bon, et donc ça nous fait passer aux neurosciences et psychanalyse. Alors, là, j'ai mis déjà deux questions, parce que c'est un peu une question piège. Hein. Quel peut être l'intérêt des neurosciences en relation à la clinique et à la pratique? Ça ne va pas de soi, à la limite on pourrait laisser passer. Hein. Mais ce qu'on s'aperçoit, c'est que les relations précoces et la dimension développementale sont impliquées dans une grande partie des problèmes exposés actuellement. Problématiques affectives, identitaires et relationnelles, notamment dans les troubles de la pensée borderline, ainsi que dans les troubles du neurodéveloppement, autisme et TED. Les nouvelles connaissances sur le développement cognitif et l'importance qui est donnée à l'action et à la relation peuvent donner un éclairage particulier sur le processus de changement et la façon de le gérer. Donc, si vous voulez, ce que je trouve extrêmement intéressant et important, c'est qu'on peut trouver des outils qui sont des outils qui se proposent sur des études qui ont été validées et qui ont été validées sans idée préconçue, si on peut dire, hein, mais qui apportent, et on va en voir les exemples, comment finalement certaines approches, pour une raison qu'on retrouve d'ailleurs finalement véritablement un peu faites par les praticiens sans véritablement le savoir, hein, mais finalement aussi
avec cette approche qui se fait avec l'expérience, et avec l'expérience qui trouve des solutions dans une certaine situation clinique, hein, eh bien cette expérience n'est pas respectée, n'est pas validée, n'est pas prise en compte à la limite, parce qu'il n'y a pas de recherche derrière. Or, faire de la recherche sur ces choses-là, c'est extrêmement compliqué. En tout cas, ça demande tout un matériel, et on ne peut pas être à la fois dans la clinique directement et dans la recherche. Donc, tout cela introduit un autre paysage que celui de la recherche organique et physiologique paralléliste et centrée sur le cerveau individuel. Ça, c'est absolument fondamental. On est dans cette étape actuellement où on nous présente de la physiologie, où on nous présente des études, disons, de génétique isolées, hein, comme si c'était à partir de là que les découvertes vont se faire et qu'on va arriver à régler le problème de traitement, en l'occurrence, là, par exemple, de l'autisme. Et ça, c'est quelque chose qui est tout à fait scandaleux parce que, d'une part, ce sont des choses dont on sait qu'effectivement, c'est littéralement faux. Hein. Bon, la physiologie ne règle rien, ça peut régler certaines choses, mais ça ne règle pas la problématique d'un trouble comme l'autisme. Hein. Et d'autre part, c'est une façon de ridiculiser finalement ce qui se fait dans la pratique clinique en disant tout ça, finalement, c'est ce qui était un peu ce qui était abordé ce matin aussi, ça ne sert à rien, c'est du temps perdu et c'est de l'argent, etc. Or, c'est pas du tout finalement comme ça qu'il faut prendre les choses. Bon, moi, c'est vraiment j'en suis vraiment absolument j'hésite pas à penser qu'effectivement, c'est ce qu'a dit Kébert ce matin, c'est que nous, on est dans la situation des choses modernes, alors que là, on est dans des choses qui sont des choses très anciennes, qui ont été abordées par les philosophes, par exemple Bergson, bon, pour vous expliquer, l'histoire de la matérialité, c'est quelque chose, un vieux sujet, hein, et on sait que ça ne fonctionne pas, mais tout se passe comme si ça devait fonctionner. Donc, à partir de là, quelles sont les conditions qui permettent, c'est la deuxième question, aux neurosciences d'apporter des réponses à nos questions théoriques et pratiques? Celles qui rendent possible une perspective explicative, dynamique et évolutive à partir de la relation spécifique ajustée. Donc, il y a neurosciences et neurosciences. Il ne faut pas se laisser impressionner par le terme de neurosciences. Il y a des neurosciences inertes, hein, et des neurosciences qui fonctionnent dans la dynamique et l'évolutif. Bon, donc je citais Kandel qui parle de la génétique, l'épigénétique, l'animal et l'humain, et qui a vraiment insisté pour que la psychanalyse ne reste pas isolée. Et Delman qui travaillait beaucoup sur la conscience primaire et secondaire, l'élaboration et réélaboration permanente des circuits neuronaux, la mise en relation d'un espace corporel interne et un espace externe. Bon, je vais très vite. Donc, de nombreuses pistes dans ce domaine-là se dessinent déjà. Je vais en citer 4 de ce qui peut être l'apport des neurosciences. La première se trouve dans un texte déjà ancien d'un auteur que vous ne connaissez peut-être pas. Il s'agit des propos sur causalité psychique de Lacan, publié en 1946 et présent dans les écrits. La seconde se trouve dans l'ouvrage de Delattre et Villelocher, La psychanalyse en dialogue, Paris, Odile Jacob. La troisième se trouve dans les travaux de Shor. Je ne sais pas si vous connaissez Shor, c'est pas vraiment. Bon, c'est un auteur très très important qui a démarré il y a maintenant longtemps la mise en relation des observations et des publications des cliniciens de la petite enfance avec la psychobiologie développementale. C'est-à-dire que lui, il a fait la recherche qui correspond à certaines pratiques, à la pratique, bon, mais en voyant comment ça se retrouve dans les études de psychobiologie. Et la quatrième, qui est la publication très récente par Lubert et 2021 d'une revue de la littérature sur l'importance et les effets de la relation liaison du social avec le sensorimoteur.
L'importance de cet abord se retrouve notamment dans le développement cognitif et les effets des actions partagées. Par exemple, celle du sport ou d'un orchestre, mais elle constitue aussi une ressource tout à fait particulière dans les troubles graves de la communication et de la relation présents dans l'autisme. En fait, on est sur aussi un changement épistémologique au niveau du cognitif. Le cognitif, avant, c'était des représentations qui se mettaient les unes sur les autres et à partir desquelles, finalement, tout se déroulait. On pensait avec un certain nombre de représentations qui avaient été acquises. Et bon, comment est-ce qu'on acquérait les représentations? Bon, voilà, vous voyez, c'était ça la question. Et puis voilà. Et maintenant, on sait que ce n'est pas du tout comme ça que ça fonctionne. Bon. Les représentations se constituent dans l'action. Hein, dans l'action et dans l'action, encore plus, dans l'action accompagnée. Bon. Donc ça veut dire que ce que font finalement les psychanalystes qui travaillent là, c'est exactement ce qu'ils font. Hein. Bon, ils engagent des actions avec les enfants. Les enfants, c'est plutôt les enfants qui engagent des actions d'ailleurs avec les thérapeutes. Et à partir de ce qui se passe dans ce déroulement qu'on peut suivre absolument pas à pas, eh bien, le thérapeute, à un certain moment, fait un commentaire ou prend une position un peu particulière par rapport à ce que lui demande l'enfant. Et on est là, effectivement, dans la réalité, véritablement, en train de construire, hein, avec l'enfant, non seulement quelque chose de relationnel, mais le cognitif qui va avec. Donc, tout ceci va dans le sens de la dimension développementale chez l'enfant et l'adulte et de sa mise en relation avec les connaissances des recherches de neurosciences. Alors maintenant, je vais insister un petit peu sur ce qu'a fait Lacan. C'est quand même un travail, c'est quand même une lecture qui n'est pas extrêmement simple, mais quand même, je vous recommande de le reprendre parce que ça montre quand même une pensée vraiment qui était très 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 en avance. Hein. Donc ce texte comprend 3 parties, propos sur la causalité psychique, critique d'une théorie organiciste, hein, qui est à l'époque celle qui est chez Hay et qui donne lieu à des reproches assez violents. Hein. Bon, il dit qu'il a pris son temps pour réfléchir à ça, mais que c'est quelque chose qui n'est pas acceptable. L'organodynamisme, il dit non, bah, l'organique, c'est pas ça, ça rentre pas dans le jeu. Bon. Et Lacan introduit l'autre comme soit méconnu, mais hyper présent dans la psychopathologie du délire à partir de la thèse qu'il a faite sur le cas Aimé. De fait, il place l'imaginaire des relations intersubjectives au premier plan du fonctionnement délirant plutôt que dans l'inconscient que l'on pourrait qualifier de passif. Et là, Lacan propose quelque chose qui a été plus ou moins suivi, je ne sais pas moi. En tout cas, il dit « J'espère qu'on renoncera bientôt à user du mot inconscient pour désigner ce qui se manifeste dans l'inconscience. » Donc, sur cette grande question par rapport qui distingue, où on sort du parallélisme entre les réseaux neuronaux, hein, et puis ce qui se passe, par exemple, quand je suis en train de parler, il y a l'introduction d'un niveau intermédiaire, hein, qui est absolument indispensable et qui fait actuellement sur lequel on s'oriente, hein, où il va y avoir ce qui se passe du côté du psy avec le patient. Alors, donc, la question qui est posée, là, c'est de situer la réalisation de l'action de psychothérapie correctrice. Comment l'analyste peut-il s'implanter dans un circuit intersubjectif de l'imaginaire, qui est expliqué chez la patiente, comment elle fonctionne en relation avec elle-même et en relation avec l'autre, dans sa tête, en évitant de dire des bêtises hors sens. Il en donne un exemple avec l'intervention de Clérambault. Alors, de Clérambault, qu'est-ce que vous me racontez là, mon ami? Ce n'est pas vrai tout ça, voyons. Hein. Bon, cette intervention qui est dans la rationalité, dans une certaine rationalité, en fait, est l'expression pour Lacan d'une méconnaissance. Donc c'était un petit peu abordé ce matin avec la reconnaissance, la méconnaissance, hein, de l'activité mentale dont souffre le patient, la patiente, et la perte de possibilité d'être conduit par lui au cœur du problème.
Et ça, c'est quelque chose de fondamental. C'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que nous ne sommes pas dans un système, justement, de correction logique qui interviendrait sur les neurones, hein, et dont le patient sortirait comme ça guéri. Non. Nous travaillons à un niveau intermédiaire, hein, qui va être de rentrer quelque part dans la problématique du patient, de la comprendre, de l'accompagner, et à partir de là, de permettre qu'un travail puisse se faire. Donc, Lacan situe l'imaginaire comme la médiation qui fait la liaison avec le corps et les fonctions cérébrales. On est un petit peu surpris, là, qu'il parle du corps, hein, et de la mise en liaison avec des fonctions cérébrales. La vision et le regard deviennent un élément déterminant de la liaison psychocorporelle. Et vous verrez en relisant le texte que c'est tout un déroulement où il explique effectivement ce qui actuellement ressort du côté des neurosciences, alors que la sensorialité la plus importante, en tout cas la plus précoce et sans doute la plus importante, c'est au départ la vision, hein, et le regard qui suit, enfin, tout ce que vous connaissez par rapport à ça. Pour souligner la liaison de la vision avec une fonction corporelle, il prend l'exemple surprenant, il faut reconnaître au départ, du fonctionnement de la femelle du pigeon, chez laquelle l'ovulation est déterminée par la vue de la forme spécifique du congénère, à l'exclusion de toute autre forme sensorielle de perception, et sans qu'il soit nécessaire qu'il s'agisse de la vue d'un mâle. Donc, il présente comment la vision d'une forme, en relation avec son espèce, rend possible une fonction biologique. Cet exemple semble nous éloigner de la nécessaire intersubjectivité dans la relation thérapeutique, mais elle affirme au contraire le principe de l'effet émotionnel que peut avoir une forme particulière, hein, avec ses conséquences à différents niveaux, y compris au niveau cérébral. Alors, Vidloché et Delattre, la copensée. Le terme de copensée, introduit par Daniel Vidloché, peut être entendu comme une transmission ou un transfert de la pensée. Il s'agit du processus associatif lui-même, de l'acte de pensée associatif qui induit les rencontres entre deux champs associatifs. Deux réseaux de pensée extérieurs, l'un à l'autre, donnent naissance à des points de rencontre, des points de capitaux. Une pensée entraîne un réseau associatif de pensée. Ces systèmes associatifs entraînent ceux qui se produisent dans un autre système de pensée. Donc, tu peux accélérer un petit peu. Bon, accélérer, ça va être un peu compliqué, mais... Bon. Donc, commentaire. Évidemment, ce système doublement associatif prend naissance dans le matériel clinique apporté par le patient et qui dépend de la capacité du psychanalyste de laisser associer son patient et d'associer lui-même dessus. Et ici, on comprend à quel point la formation du psychanalyste par sa propre psychanalyse est importante si on veut que cela fonctionne. Bon, donc je ne vais pas revenir sur Shor, dont je vous ai parlé. C'est vraiment à lire. Il y a tout un travail à faire où il aborde la question qui a été décrite par Bowlby, c'est là que se constitue la structure qui va finalement produire des effets durables. Hein. Bon. Et donc on a quelque chose de structurel qui se met en place. Bon, tout son travail se fait en relation avec des gens que vous connaissez, hein, qui ont travaillé beaucoup justement sur la pédopsychiatrie et la psychanalyse de l'enfant. Sur Lubert, bon, je ne vais pas insister, j'ai essayé de vous expliquer assez rapidement, enfin tout à l'heure, bon, comment des activités mentales, là c'est en l'occurrence des contingents sensorimotrices, vous savez qu'on parle beaucoup de ça en ce moment, étaient modifiées par le fait de les socialiser. C'est-à-dire que si cette action se fait seule, ce n'est très très différent que si elles sont socialisées, c'est-à-dire sont faites dans un groupe, dans un autre. Et là, on retrouve finalement le travail qui se fait en hôpital de jour ou en psychothérapie de l'enfant.
Donc toutes ces choses-là ne sont pas des choses extra... Enfin, vous voyez, parce qu'après on nous dit, bon bah oui, c'est la pataugeoire, des trucs comme ça. Bon, non, il faut redonner à tout ça le respect que ça demande. Et pour le faire, eh bien, il suffit d'ouvrir effectivement des choses comme ça et de les faire connaître pour que ça prenne une autre allure, où les psychanalystes, finalement, à la limite, sans le savoir vraiment, ce qu'ils font, eh bien, travaillent dans les règles de l'art, pourrait-on dire, par rapport aux choses qui rendent une thérapie efficace. Donc, pour conclure, le sujet DSM, clinique psychanalytique et neurosciences, illustre bien la place que la psychanalyse occupe dans le champ de la complexité et du soin. Nous avons vu comment la psychopathologie peut être articulée à différentes origines qui appellent des réponses particulières. La psychanalyse s'adapte à chacune des particularités que nous avons développées autour de la dépression et de l'angoisse. Notre sujet illustre bien aussi l'effort permanent d'observation et de compréhension de ce qui participe à l'évolution et à la réparation de trajectoires parfois gravement perturbées, en allant toujours vers plus de précision et de recherche de solutions et en évitant les failles du réductionnisme primaire. Ça, c'est quelque chose qui est véritablement à valoriser, ce travail-là. Hein. Bon. Mais ce qui a été dit ce matin aussi sur le fait de prendre des notes et de pouvoir en faire quelque chose est tout à fait indispensable. Et enfin, les outils de la psychanalyse sont tout à fait adéquats pour utiliser les nouvelles connaissances, incluant certaines de celles des neurosciences, les faire vivre et évoluer à partir de la réalité clinique et de ses propres études et participer à des échanges et études interdisciplinaires. Et là, sur le RDoC là, qui a été mentionné tout à l'heure, en fait, il ne faut pas oublier que dans le premier article de définition du RDoC, eh bien, je ne sais plus comment il s'appelle, mais enfin, le directeur à l'époque du INSEL, voilà, recommande qu'il y ait d'une part, évidemment, un travail psychobiologique, du côté du psychobiologique, que les connaissances évoluent de ce côté-là, mais aussi qu'on puisse mettre de l'autre côté comment ça fonctionne dans une psychothérapie. Malheureusement, la psychothérapie qui est citée, c'est les TCC. Or, la définition qui nous a été donnée des TCC ce matin, mais c'est un truc, mais on se demande comment c'est imaginable qu'on puisse poser des choses comme ça, qui sont des choses, mais vraiment, on est à Pavlov, quoi. C'est terrifiant. Hein. Mais ce qui est quand même incroyable, c'est que ça puisse être entendu. Bon, voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup, Jean-Michel. C'était vraiment très intéressant, c'était remarquable. Et je veux dire, tu as montré à quel point le décloisonnement ne veut pas dire la confusion des langues, mais qu'il y a des points de jonction, des points de tension entre des concepts neuroscientifiques et la pratique de la psychanalyse, la pratique de la psychothérapie, en particulier avec les autistes. Merci beaucoup. Je suis très, très admiratif de ton travail d'une manière générale et j'en ai encore un témoignage cet après-midi. Qui veut poser une question à Jean-Michel Turin? Je salue aussi la présence de Monique qui est là, et Monique Turin qui aussi participe activement aux travaux de recherche. Oui, il y a une dame qui demande là. Oui, merci. Mireille Battu, je vais intervenir tout à l'heure. Je voulais indiquer à quel point je suis intéressée, et le mot est faible, par les aspects sociaux que vous avez mentionnés. Parce que c'est vrai que jusqu'à présent, on popularise beaucoup les travaux de la psychanalyse autour du singulier. Et il est vrai que en particulier pour les autistes, mais pas que pour eux, il y a vraiment un enjeu de qu'est-ce que c'est que faire société et comment aller vers la société, et ce qui fait partie d'un enjeu développemental énorme. Donc je découvre qu'il y a beaucoup de choses qu'on pourrait travailler sur les effets de l'action partagée, notamment. Mais j'en ferai une petite illustration tout à l'heure. Je vous laisse le suspense. Est-ce que tu es d'accord pour dire qu'il y a vraiment une évolution dans les recherches sur la cognition sociale
et que c'est ça que tu nous amènes. Donc, tu n'as pas parlé de cognition sociale, mais c'est ça dont tu parles, non? C'est un des éléments, oui, c'est ça, oui. Ah, le titre de l'article, bon, c'est un article qui vient de paraître, hein, qui est un peu gigantesque, mais c'est exactement ça. D'accord. D'autres questions? Parce que je veux dire que ce que nous a amené Jean-Michel est très important et massif. C'est vrai qu'on reçoit ça, mais... Mais ce qui est marrant, c'est par exemple... Oui, il y a quelqu'un qui demande à parler. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour, je vous remercie de votre présentation. Vous avez parlé dans la clinique psychanalytique du traitement de la souffrance, mais aussi qu'est-ce qu'on fait de la jouissance, non? Car le mot pathos, ça veut dire souffrance, mais aussi la deuxième acception, c'est passion, jouissance. C'est-à-dire on souffre de notre symptôme, mais aussi on jouit de notre symptôme. Donc, comment on aborde la jouissance dans ce sens, dans la clinique psychanalytique? Est-ce qu'on traite aussi la jouissance? Non, oui, mais la jouissance, c'est quelque chose de plutôt positif. Bon, maintenant, vous parlez de la jouissance, finalement, de la souffrance, quelque part, c'est ça? Oui, par exemple, dans le cas de la dépression, on souffre de la perte, mais aussi on jouit de la perte. Est-ce que dans la clinique psychanalytique, on aborde cet aspect aussi, jouissif? Qu'est-ce que vous voulez dire quand on jouit de la perte? Qu'il y a une double dimension dans les symptômes. On souffre de notre symptôme, mais aussi on jouit de notre symptôme. Est-ce que dans la clinique psychanalytique, comment nous abordons cet aspect jouissif du symptôme? Ça fait partie des choses, à la limite, je dirais presque les plus simples. Enfin, je veux dire que ça fait partie du travail psychanalytique, ça. De pouvoir aborder ce que vous décrivez, bon, et qui pose quand même question. Donc, une fois que la question est posée, eh bien, on essaie de comprendre et de suivre quel est le trajet qui fait que la réponse, c'est ça. Merci. Bien, écoutez, je remercie encore Jean-Michel Curin, Steve de Mazeux et Bernard Goltz pour vraiment leurs interventions très importantes aux uns et aux autres.